Les amis, bonjour. Bienvenue à cette troisième et dernière partie de la série de vidéos que nous avons entamée qui parlait essentiellement de l'humiliation des négociants occidentaux sur le marché du poivre. Dans la seconde partie de cette série de vidéos, je vous ai expliqué comment le Vietnam est rentré sur le marché et inversé les choses. Laissez-moi vous dire que la troisième partie deviendra encore plus intéressante et il y a des leçons à tirer pour nous autres Africains. Ceci dit, restez connectés, après le générique, vous apprendrez beaucoup d'autres choses. À tout de suite. Les amis, puisque nous parlons de poivre, saviez-vous que le Cameroun produit depuis les années 50 l'un des meilleurs poivres au monde et que ce poivre est commercialisé en grande partie par une société française, je ne citerai le nom pour éviter une publicité gratuite. Le poivre blanc de Pendia, puisqu'il s'agit de lui, est classé parmi les meilleurs sur le marché international pour 4 bonnes raisons. D'abord, sa saveur incomparable. Ensuite, son caractère sauvage avec un piquant prononcé, sa chaleur acidulée, sa bonne longueur en bouche. Bien malheureusement, seuls les négociants étrangers profitent de cette manne. C'est dans cette dynamique que nous avons lancé le concept innovant de tourisme entrepreneurial, un événement qui consiste à former les négociants africains. Par exemple, ceux qui seront des nôtres du côté de l'île Maurice du 25 au 30 juillet bénéficieront de mon savoir, mon carnet d'adresses, mon accompagnement permanent, mon expérience, mon expertise, intégreront notre groupe privé de négociants, intégreront également le plus grand réseau de négociants africains au monde et par la suite, ils seront automatiquement intégrés dans la première association de négociants africains au monde. À l'île Maurice, nous prendrons en charge le visa, l'hébergement, la restauration et la visite touristique. En bonus, et le plus important, vous aurez la possibilité de venir faire un stage de perfectionnement de 1 à 3 mois dans nos locaux 6 à Douala. Alors les amis, pour en savoir plus, cliquez immédiatement sur le premier lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo. Les amis, bienvenue. Bienvenue à la troisième partie de cette vidéo. Vous êtes sans ignorer, pour ceux qui ont suivi la deuxième partie, nous avons arrêté où on parlait de l'apparition des cartes et marques produits tels. Cette fois-ci, nous vous expliquerons des choses beaucoup plus en détail et vous comprendrez qu'il y a des leçons à tirer pour nous autres Africains. Il faut comprendre que, comme dans tous les marchés des matières premières, les spéculations vont bon train, concernant en effet l'importance de la récolte du poivre vietnamien. C'est pour vous dire que chacun vient spéculer à volonté parce qu'il y a un très gros marché derrière. Le principe de la spéculation est simple. Lorsqu'il y a surproduction, ça sous-entend que les conséquences sont que le prix sur le marché chutera. Et s'il y a sous-production, il y aura inflation. Les hostilités commencent effectivement en 2002. Ceci par une manœuvre non conventionnelle des négociants hollandais. Ils visaient pertinemment à nuire l'économie vietnamienne et pour cela, il suffisait de baisser le prix des matières premières. Et c'est qu'ils feront, bien évidemment, car ils voudront baisser le coût pour nuire profondément à cette économie. Vous comprenez par là que lorsqu'on veut dire baisser les prix, ils ne viendront pas vous dire qu'ils baissent les prix, ils vont dire qu'il y a eu surproduction. Pour que, de façon psychologique, les producteurs se disent que puisqu'il y a surproduction, s'ils ne vendent pas, s'ils ne coulent pas leurs produits, ils vont se retrouver avec des poivres sous la main. Et que feront-ils de ce poivre? Ils chercheront à brader. Ce sont des stratégies simples qui existent sur le marché international et les négociants sont maîtres pour cela. Et que font-ils donc? De façon stratégique, la société membre producteur et ses experts qui chaque année donnent les résultats des statistiques et observations menées par le collège de ces experts. Il faut bien noter qu'ils ne sont pas des experts des marques producteurs. C'est eux les acheteurs et c'est eux également qui font des analyses. Vous comprenez que naturellement, ces résultats ne peuvent être que biaisés. Ils ne peuvent que donner des résultats qui vont jouer en leur faveur. Et puis, qu'est-ce qui se passe? En 2002, les estimations des experts des marques producteurs déclarent qu'il y aura surproduction de poivre. Et en face, les fonctionnaires vietnamiens disent qu'étant donné qu'il y a eu une forte saison,
sèche, la quantité de poivre doit baisser. Et on est en train de parler d'une différence de 10 000 tonnes. Parce qu'il faut savoir ici que la production annuelle du poivre des Vietnamiens s'élevait à 60 000 tonnes. Donc, ils devraient perdre 10 000 tonnes et se retrouver à 50 000. Mais, à contrario, les experts des marques producteurs disaient plutôt qu'il y aura surproduction et ils faisaient croire que sur le marché, on va se retrouver à 70 000 tonnes. Il y aura surproduction. Une façon subtile et stratégique, à la limite diabolique, de mettre les producteurs en difficulté tout en achetant leurs produits à vil prix. Et la divergence a effectivement porté sur la grande différence de 10 000 tonnes. Et pour faire baisser les prix, les Hollandais ont publié cette information et ont payé de très fortes sommes pour que ça puisse aller à travers le monde. Et derrière, il y avait des médias pour leur soutenir. Parce que ça va toujours de pair. Après avoir publié, ils doivent chercher les supposés experts, les supposés météorologues qui viendraient expliquer comment, bien qu'il y ait eu saison sèche, ça n'a pas impacté la production. Et maintenant, vous allez me demander bien évidemment comment les Hollandais faisaient pour avoir ces statistiques. Il faut savoir que au cœur de la zone de production de poivre, ils avaient installé une usine qui fonctionnait toute l'année durant. Donc, ils avaient des informations en temps réel. Et c'est cette installation qui leur donnait le pouvoir ou leur donnait le poids de dire qu'ils ont des statistiques réelles. Heureusement que les Vietnamiens ne se sont pas laissés faire. La suite de la vidéo vous fera comprendre des choses extraordinaires. Pour les Vietnamiens, il était clair que lorsque les Hollandais annoncent une surproduction, pour eux, c'était une déclaration de guerre. Parce qu'ils ont compris automatiquement qu'il y a eu une déclaration d'une guerre économique et ils cherchaient désespérément à nuire à l'économie vietnamienne. Parce que baisser les prix du poivre, c'est bien évidemment tuer l'agriculteur, réduire la qualité de vie de l'agriculteur. On parle ici du business, on ne réfléchit pas avec les états d'âme. C'est ce que les Hollandais faisaient avec brio. Il va se passer alors un événement extrêmement rare dans ce métier. Le président de l'association vietnamienne de poivre prendra la parole et, dans une longue lettre, il finira par dénoncer l'attitude des Hollandais. Dans la lettre, il va s'en prendre ouvertement aux négociants hollandais, leur reprochant de feinter l'objectivité. En fait, derrière, il dévoilait une forme d'égoïsme et de manque de compassion susceptible de rendre le paysan vietnamien encore plus pauvre. Parce qu'on sait que dans ces pays, même dans nos pays, les agriculteurs sont des gens faibles, des gens pauvres. Déclarant qu'il y a surproduction, c'est rendre ces agriculteurs 2 fois plus pauvres. Et c'est le président de l'association viendra sortir la fameuse lutte des classes de Karl Marx, où il va expliquer comment les Hollandais sont sur le point de détruire l'économie vietnamienne. Et comme un homme, les agriculteurs et les autres producteurs se sont mis derrière lui. Nous avons tout cela dans nos États, nous avons des responsables. Est-ce que dans nos pays africains, on a ces personnes qui ont la capacité de prendre ce genre d'initiative, de venir affronter le colon et lui dire, vous faites mal. Nous n'en avons pas malheureusement, parce que nos leaders sont des gens inféodés, sont des gens qui sont à la solde des autres. C'est que les Vietnamiens ont refusé de faire. C'est pourquoi, dans cette vidéo, on vous annonçait dès l'entame que les Vietnamiens ont pu relever le défi. Il faut comprendre que, tel que dit plus haut, les négociants accordaient plus de crédit aux estimations hollandaises qu'à celles martelées par les Vietnamiens et ils offraient des prix très bas aux agriculteurs. C'est ainsi que l'International Paper Community, 6 à Jakarta en Indonésie, c'est une association qui organise une réunion de façon annuelle et lors de ce colloque qui est consacré sur le marché du poivre, publie régulièrement des statistiques. Et lors de cette publication, ces résultats iront dans le même sens que celui des Vietnamiens qui annonçaient qu'en 2002, la production vietnamienne de poivre a été réduite. Et comprenez que les Vietnamiens ont retenu la leçon et ils avaient plié le petit doigt contre les négociants hollandais. Ensuite, lorsque le président de l'International Paper Community fait cette annonce,
Vous pouvez bien imaginer que les négociants occidentaux ne sont pas restés bras croisés. Ils ont essayé de taxer le monsieur de clientéliste, soit disant qu'il fait ce rapport pour inciter le Vietnam à rejoindre l'organisation ou bien rejoindre son organisation. Ça peut bien être vrai, tout comme ce n'était pas, mais la vérité est que la production annuelle de poivre de l'État du Vietnam avait été réduite. Et cette prise de position a impacté positivement ou bien négativement la vente de poivre sur le marché international. Pour les traders et les courtiers industriels, les acheteurs, qu'ils étaient plus clairs que la récolte de poivre vietnamienne était assez faible. Et quand on allait manquer le poivre sur le marché international, et les prix allaient bien évidemment monter. C'est ainsi que les acheteurs, les négociants se sont dépêchés au téléphone en achetant, en se ruant sur le poivre vietnamien, en appelant les Vietnamiens, les Brésiliens, les Indonésiens pour acheter leur poivre. Et c'est ainsi que le coût du poivre commençait à se redresser parce qu'il y avait de plus en plus de demandes. Étant donné que l'association avait confirmé la position des producteurs ou bien des fonctionnaires vietnamiens, le prix du poivre a commencé à monter. Et tout le monde se précipitait vers le Vietnam pour acheter leur poivre. Ils vont tenir la dragée haute aux acheteurs. Là, on parle des Vietnamiens. Les Vietnamiens, sachant qu'ils sont devenus la nouvelle coqueluche, la nouvelle recherche, ils vont tenir la dragée haute. Qu'est-ce qu'ils feront? Au lieu de vendre la récolte à tout prix ou à bas prix, ils ont commencé à resserrer. Et ils feront sortir le poivre à compte-gouttes. À compte-gouttes. Au point où le poivre, qu'en début d'année, coûtait 900 $ la tonne, en quelques mois, on se retrouvait à 2000 $ la tonne de poivre. Les amis, ce n'est pas intéressant ça? De 900 $, le fait d'avoir serré les ventes, ils se sont retrouvés à 2000 $ la tonne. Et les Hollandais, bien évidemment, ne peuvent pas céder. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils attendent que les Vietnamiens sortent, parce qu'ils se disent qu'à la fin, ils ne mangeront pas de poivre, qu'ils vont bien sortir cette fameuse graine des entrepôts. Et ce bras de fer s'est installé pendant longtemps. Les Vietnamiens refusaient de sortir le produit. Les négociants refusaient d'acheter au prix des Vietnamiens. Le bras de fer s'est installé. Maintenant, la partie la plus douloureuse arrive au moment des paiements. Il faut savoir que quand les négociants vont sur le marché, ils vont signer des contrats à terme. C'est-à-dire que dans ce contrat à terme, ils prennent parfois de l'argent. C'est dit quoi? Ils viennent discuter avec un acheteur. Ils disent, bon voilà, nous allons vous vendre le poivre à 1000 $ la tonne. Ils signent un contrat. Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils devaient acheter à 900 $. Étant donné que les Vietnamiens n'ont pas fait sortir, ils se retrouvent à 2000 $, ils ont déjà signé un contrat et il faut le livrer. À la longue, ils étaient obligés d'acheter ce poivre à 2000 $. Mais ils ont refusé catégoriquement parce qu'ils voyaient qu'ils devaient perdre beaucoup d'argent. Et ils s'appuyaient sur le poivre qui devait sortir de l'Argentine. Parce qu'il faut savoir que l'Argentine devait produire 40 000 tonnes de poivre. Et ils savaient que si 40 000 tonnes de poivre arrivent sur le marché, naturellement, ça devait basculer les choses. Mais malheureusement, ils n'avaient pas compris quelque chose. Les Vietnamiens avaient donné une leçon et les Argentins avaient refusé de mettre leur poivre sur le terrain. C'est ainsi que le marché du poivre est resté statique et à la limite, le prix augmentait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés obligés d'acheter le poivre à plus de 2000 $ la tonne pour revendre aux clients qui avaient payé 1000 $. Donc, pour chaque tonne achetée, ils payaient 1000 $. Et c'est ainsi que les banques ont totalement refusé de continuer à financer Marc Bruggen parce que l'entreprise ne produisait plus de l'argent. L'entreprise ne faisait plus faire rentrer de l'argent. Et par le bras de fer des Vietnamiens, le marché du poivre est devenu élevé. Vous êtes sans ignorer que pendant la période du bras de fer, l'International Community Paper se tordait de rire de voir comment le petit Vietnam est en train de menacer ces grosses entreprises. Et à la fin, le Vietnam est sorti victorieux.
les entreprises de négoce destinées à l'achat du poivre ont fait faillite. Et c'est ainsi que, bien naturellement, le Vietnam a rejoint l'International Community Paper Community pour faire grandir le réseau. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, le prix du poivre sur le marché international est fixé par les vendeurs. Contrairement à ce que nous avons chez nous, où le prix du cacao, pour ne que citer ce cas, est fixé par les négociants. Les amis, j'espère que vous avez aimé l'histoire et nous avons des leçons à tirer. Les Africains doivent s'inspirer du Vietnam. Arrêtons de nous mettre dans une situation de peur. Arrêtons de faire des affaires avec la peur dans le ventre, de faire les affaires de la famille. Apprenons parfois à serrer. Parce que quoi? Lorsque ces entreprises viennent sur nos marchés, ils viennent avec des contrats à terme. Il faut faire la différence entre un contrat à terme et un contrat physique. Dans le monde du négoce des matières premières, celui qui détient le produit physique est le roi. Nous ne pouvons pas détenir le cacao, le café, et nous devenons des valets. Non. Ces entreprises ont de très gros avantages financiers. C'est des entreprises qui ont parfois endetté. Et ils s'endettent pour venir sur le marché acheter le cacao, le café, le caoutchouc. Et comme nous sommes en train de faire des affaires avec la peur dans le ventre, ils nous marchent sur les pieds. C'était Ernest Akounté, négociant des matières premières. Je vous dis merci. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez bien imaginer que la production d'une telle vidéo demande beaucoup de sacrifices. Parfois, ça peut prendre plus d'un mois de préparation, de recherche. Donc, derrière ceci, il y a toute une équipe. Toute cette équipe est une équipe qui est rémunérée. C'est une équipe qui est payée. Si vous avez aimé, partagez, invitez vos amis, likez, commentez. Ça nous permettra de produire de plus en plus de contenu avec ce type de thématique. À bientôt. À la FIA. Je vous aime.